כמה טוב שבאת הביתה, כמה טוב לראות אותך שוב. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Et une spéciale Alia Story avec un entrepreneur spécialiste de la restauration. Il s'appelle Jonathan Azoulay et il est en Israël depuis 3 ans. Voilà. Comment ça va, Jonathan ? Superbe. Alors, en Israël depuis 3 ans, après être passé par Toulouse, vous êtes né à Toulouse, je crois, ouais. Vous avez grandi dans cette ville et puis vous êtes parti à New York, à Paris, pour arriver enfin à destination. C'était long, hein ? Ouais, c'est un périple. Alors, comment ça s'est passé ? Je crois que vous avez préparé votre alia pendant très longtemps. Oui, moi, ça a toujours été, on ne va pas dire un rêve, parce que ce n'était pas un rêve, c'était une finalité. C'était obligatoire d'être ici, en Israël. Pourquoi vous êtes né dans une famille très sioniste ? Oui, ouais, je suis né dans une famille sioniste. Mon papa était parti du Maroc à l'époque et avait fait l'armée en Israël. Pour diverses raisons, il a quitté Israël et il s'est établi en France par la suite. Mais voilà, Israël a toujours eu une place très très importante dans notre famille. J'ai fait l'école juive depuis tout petit à Toulouse. Et donc Israël et le sionisme étaient partie intégrante de mon identité. Voilà. Alors, pourquoi avoir mis du temps comme ça ? Pourquoi vous vouliez avoir une formation d'abord ? Vous vouliez d'abord venir avec des sous, avoir gagné votre vie ? C'était ça l'idée ? Pourquoi vous n'êtes pas venu après votre bac, par exemple ? Alors, je devais venir même pendant mon bac, puisque je devais venir à Kfar Maimon. Oui, c'est un lycée. Oui, c'est ça, à Kfar Maimon, quand j'étais en seconde. Il était question que j'aille faire la première et terminale à Kfar Maimon, puis finalement, ça ne s'était pas fait. Israël, ça n'a jamais été, pour moi, ça n'a jamais été un passage. Il ne fallait pas que ce soit un passage, et il ne fallait pas que ce soit. C'est une destination finale. C'était une destination sans retour. Ouais, c'est ça. C'est la dernière destination. C'était pas une destination, c'était le point de chute. C'est là où on doit arriver. On pose les valises. Et j'ai eu des exemples proches ou moins proches de moi de personnes qui s'y étaient installées, qui sont reparties. Et c'était pour moi, c'était pas du tout une éventualité. C'était une fois qu'on arrive en Israël, on bouge plus. Alors, j'ai voulu faire tout ce qu'on a envie de faire avant d'y arriver. Comme un enfant, j'ai toujours rêvé d'être à New York et de vivre à New York. Donc, je voulais pouvoir l'avoir fait. J'étais à New York, j'y ai rencontré ma femme, une Française. J'ai cherché l'erreur. Non, vous avez bien fait d'y aller. Donc, voilà. Donc, on s'est trouvés là-bas, on s'est mariés. Et puis, pourquoi pas, on s'est mariés en Israël, d'ailleurs, puisque nos événements importants, on voulait que ça se passe ici. Vous avez beaucoup de suites dans les idées, ça veut dire que les choses sont programmées chez vous. Ouais. Je suis quand même séfarade et du sud de la France, donc je vis avec beaucoup de passion, mais j'essaie d'être réfléchi dans ce qu'on fait. Passion n'empêche pas programmation. Exactement. Donc il fallait vraiment que voilà, on voulait programmer les choses, on voulait pas faire les choses à la va-vite, on voulait se donner toutes les chances de pouvoir réussir. Et pour nous, il fallait qu'il y ait plusieurs conditions. La première, c'était qu'il fallait qu'on ait un foyer. Donc quand on vient en Israël, il fallait qu'on sache où on aille et comment on allait y aller et comment on allait financer notre logement, qui je pense est un très gros point quand on arrive ici. Deuxièmement, on voulait savoir où on allait habiter. Dans quel quartier on allait vivre. Vous avez fait comment pour choisir on a fait votre ville ? de très nombreux voyages. C'est vrai ? Voilà. On a fait de très nombreux voyages. On venait 1 à 2 fois par an. Et quand on venait, on ne passait pas que notre temps à Frischmann. On y a passé du temps, c'est vrai. Mais on allait voir les écoles, on parlait avec les habitants, on parlait avec des Israéliens qui sont là, qui sont nés ici, et on essayait de comprendre comment ça allait fonctionner et de comprendre le mode d'emploi et de connaître les règles du jeu avant de venir jouer. Voilà. C'était le but, et c'était pas d'essayer de changer les règles du jeu. C'était de les connaître, de les assimiler et de les accepter. Comment vous avez choisi finalement ?
Comment on a choisi? On a choisi par un concours de circonstances qui a fait qu'on a trouvé un appartement qui nous convenait dans un quartier où on venait régulièrement en famille. Et puis on s'est élargi autour de ce quartier-là. On a regardé les écoles et la vie, comment elle s'y passait. Puis ça nous a plu et voilà. Donc moi je suis toulousain et je suis même pas de l'épicentre de Toulouse. Je suis de la banlieue toulousaine. Donc j'ai vécu un peu avec beaucoup de champs et d'espaces verts autour de moi. Ma femme également est de Sucy-en-Brie, donc au milieu de la forêt, à côté de la Varenne-Saint-Hilaire, à côté de Paris. Et puis à New York, on avait quelque chose qu'on aimait beaucoup, c'était la proximité de la ville, de pouvoir aller chercher sa baguette de pain à pied. Donc on voulait quand même être dans une ville où on n'avait pas besoin de voiture. Parce qu'on a beaucoup souffert des transports en commun, comme vous pouvez le savoir. Quand vous étiez jeune. Ouais, quand j'étais jeune, non, moi, à Toulouse, ça allait encore, mais on va dire, quand on habite à New York ou à Paris, qu'on passe 2 à 3 heures dans les transports, que ce soit voiture, train, peu importe, métro, quand on arrive tous ici, les on jours. a envie d'une vie plus simple. Voilà, on voulait déjà pouvoir rétrécir ces transports tous les jours. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je mets 4 minutes de vélo électrique pour aller à mon travail. Ça n'a pas de prix. Ouais, ça n'a pas de prix. Alors, vous m'avez dit, hors antenne, avoir mis 10 ans pour préparer votre allié. Alors, ça veut dire quoi, 10 ans pour préparer son allié? Déjà, ça rassurait ma femme. Alors, c'est propre à elle, mais ça rassurait ma femme de pouvoir accoucher et avoir ses enfants avant de venir ici. De pouvoir faire la première partie de l'éducation, qu'on soit complètement... que cette partie d'éducation, qu'on ait nos enfants en France. Elle voulait... c'était quelque chose que moi aussi j'acceptais. Et je pense que tous ces stades ont été importants. On voulait vraiment tout maîtriser, entre guillemets, en arrivant, même si on ne maîtrise jamais tout, mais non, c'est sûr, mais... on voulait être prêt financièrement, on voulait être prêt professionnellement. Moi, j'ai fait des formations et un parcours professionnel où j'allais chercher les petites formations à droite à gauche que je pouvais pouvoir transmettre ici ou que j'allais pouvoir utiliser ici. C'est-à-dire que vous avez développé votre carrière professionnelle dans le monde, on va dire, de la cuisine, de l'hôtellerie, etc., de la restauration. Avec toujours pour objectif en me disant, ça pourra me servir là-bas, ça, je pourrais le faire, ça peut-être. J'ai travaillé pour des grands groupes et j'ai choisi par exemple le Pain Quotidien parce que c'était un groupe qui, pour moi, le concept était transférable et était importable en Israël. Donc j'ai dit, allez, celui-là, il m'intéresse. À chaque fois que j'ai fait quelque chose, il y avait toujours Israël en fond de trame. Ma femme, c'est pareil. Notre fille, puisque mon fils n'était pas scolarisé, il arrivait à l'âge de 4 mois en Israël, mais notre fille était scolarisée en école juive, à côté de Paris, à Hyères. Donc c'est ça, préparer l'alliance, c'est avoir ça en tête et faire des choses pour que ici ce soit plus simple. Voilà, et puis chaque fois qu'on vient ici, on ne venait pas ici que pour les vacances. On venait ici, on apprenait comment fonctionne le système scolaire, comment fonctionne l'armée, où on fait ses courses, qu'est-ce qu'on fait, comment marchent les différents rougim, tout ce qu'on peut avoir besoin tous les jours, quoi, comment ça se passe. Et voilà, on voulait vraiment, on a fait des fêtes en Israël, on est venu pour des Pessah, on a essayé vraiment de vivre en touriste, mais essayer de prendre un maximum d'essence et de savoir à quoi on allait s'attendre. Et quand on est arrivé, on n'a pas eu de surprise. Alors, par rapport à d'autres qui ont fait l'allié en même temps que vous vous sentiez privilégié du fait d'avoir préparé cet allié? Écoutez, déjà, dans l'avion, on était avec un avion qui était plus de la moitié des gens d'Alia. On était pratiquement une centaine à arriver en même temps à l'aéroport Ben Gurion. Quand on discutait avec les gens autour de nous, il y a beaucoup de gens qui venaient qui n'étaient pas préparés du tout. Ils arrivaient avec une famille nombreuse. On était le 17 septembre, ou 18 septembre, je crois qu'on est arrivé. Et on leur demandait où c'est qu'ils allaient vivre. Ils ne savaient pas dans quelle ville, ils ne savaient pas où ils allaient mettre les enfants à l'école, ils ne le savaient pas. On arrivait en cours d'année scolaire. Ma fille était déjà inscrite au GAN à côté de la maison. On avait le WhatsApp de la GANénette. On recevait déjà les messages. Son casier était déjà prêt avec sa photo et son étiquette. On lui avait déjà acheté les fournitures scolaires. Elle avait une trottinette parce qu'on savait qu'il y avait 2 kilomètres de là à là pour y aller. Ouais, donc, très organisé. Vous êtes très organisé. Quand on est arrivé au milieu de ces 100 personnes, on s'est dit quand même, oui, on est privilégié parce qu'on s'attend un peu plus à ce qui va se passer, quoi. Mm-hmm. Voilà. On savait ce que c'était qu'une Arnona, on savait toutes ces choses-là, on était déjà au courant, quoi. Ok. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans le bon sens?
depuis que vous êtes arrivé? Mais écoutez, dans ces 3 années. c'est mon 3e pays. J'ai vécu en France, j'ai vécu aux États-Unis et j'ai vécu en Israël. Ce qui m'a le plus surpris et qui m'a le plus touché, c'est quand je suis arrivé, on m'a dit bienvenue à la maison. Ça paraît tout bête, mais cette phrase-là, elle est tout le temps dans ma tête. Et quand on me dit pourquoi Israël, et les Israéliens vous le disent tout le temps, qu'est-ce que vous êtes venus faire là? C'est Et vous êtes dur. fous. Et vous étiez en France, et vous étiez à côté de la Vous aviez la belle forêt. vie. Et tu as vécu à New York, et on va déborder de New York. Et j'ai dit, ouais, mais il y a un petit chez soi, c'est beaucoup mieux qu'un grand chez les autres. Tout simplement, ici, on se sent vraiment à la maison. On se sent vraiment chez nous. Et c'est un sentiment qu'on peut pas avoir, qu'on peut pas ressentir ailleurs. Mhm. Vos enfants, ça va? Ouais, je suis content. Mon fils commence un peu à parler le français. Mais ouais, mes enfants, super. Ma fille, au bout de 3 mois, elle parlait l'hébreu couramment. Pareil, on est arrivé, on voulait que... On a dit, on va avoir nos enfants en France, mais on a dit, il faut qu'ils arrivent ici, maximum dernière maternelle, pour que le CP... Ce soit en hébreu. Ce soit en hébreu, qu'ils n'aient pas de difficulté dès qu'on commence une scolarité, apprendre à lire et écrire, qu'ils ne soient pas différenciés par rapport aux autres enfants. C'est ce qui s'est passé avec ma fille. Ça se passe très, très, très bien. Le GAN, c'est le dernier GAN, le Chova, c'est très bien passé. L'intégration en Kita Aleph, c'était Aussi. juste féerique. Voilà, après, on a la petite Vous chance avez avec pleuré, nous. vous avez pleuré pendant la cérémonie Alors attendez, d'entrée en la Kita cérémonie Aleph. de Kita Aleph, voilà, une petite chance. On est à Tel Aviv, il y a quand même beaucoup d'écoles. On se retrouve avec Ron Huldaï, donc le maire de Tel Aviv, qui accueille les enfants, des jongleurs, des clowns sur des échasses, l'école déguisée, une fanfare, et puis un birkat à Kohanim avec les parents qui prennent le talit et qui couvrent les enfants, et les Kohanim qui font une bracha aux enfants pour leur scolarité. Voilà, je veux dire, s'il y a un clip à faire pour l'Alia, si vous voulez, vous pouvez mettre ça marche direct. Ouais, c'est toujours très C'était juste, émouvant. ouais, c'est émouvant, c'est incroyable. Enfin, il y a beaucoup de difficultés, mais après, quand on voit ça, ça efface beaucoup de choses. C'est sûr. Au niveau du boulot, ça va? Donc Top. vous avez ouvert Tartine. Ouais, top. Un Au petit niveau restaurant, 34 couverts. Ouais, 34 couverts, 34 places assises, on va dire, mais 250 couverts par par jour. jour, voilà, plutôt. Ouais. Ouais, ça marche très très bien. On est content, les gens sont fidèles. Les Israéliens sont très exigeants. Mais une fois qu'on arrive à rencontrer leurs exigences, ils sont très fidèles et ils sont quand même, voilà, ils s'approprient vite un endroit et ils en font vite leur cantine, ils en font vite leurs habitudes quotidiennes et c'est ça le secret de notre réussite entre guillemets. Alors vous qui avez vécu dans plusieurs pays, qui avez fait plusieurs choses différentes, vous pensez que les francophones, notamment dans le domaine de la restauration, ont des choses à apporter? Oui. Est-ce qu'ils sont attendus? Est-ce que les Israéliens sont demandeurs? Alors, ils sont très curieux déjà, d'une part. C'est-à-dire que dès que vous allez mettre cuisine française, restaurant français, vous allez avoir du monde juste pour voir ce qui s'y passe. Par contre, qui dit israélien ne dit pas naïf. Ils savent très bien ce que c'est la cuisine. Ils connaissent les bons produits, ils connaissent les bonnes choses. Je pense qu'ils sont beaucoup plus exigeants que les Français, beaucoup plus que les Américains également. Voilà, ils en veulent pour leur argent, ils veulent la qualité et vraiment, voilà, quand on sert un café en France, c'est un café crème, un cappuccino, grand, petit, un expresso, court ou long. En Israël, un café à four, il peut avoir jusqu'à 8 exigences. Un grand avec un lait d'amande, avec de la mousse, avec une base d'eau, pas trop chaud. Enfin, je lui dis jusqu'à 8 exigences on peut avoir sur un café. En France, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. D'un autre côté, voilà, ici, ils vont payer leur café 12, 14, 15 shekels. Ça les dérange pas. Ils peuvent aller beaucoup plus après chez Aroma, dans les chaînes qui taxent. Mais nous, dans un centre d'affaires où les prix sont petits quand même... Vous pensez qu'en tant que Français, il y a des choses à apporter? Est-ce que... Oui, alors il y a des choses à apporter, mais il faut savoir s'adapter. C'est exactement l'histoire du café. C'est joli, ça. Voilà, on sait faire un café. Moi, j'ai un café italien qui est très bon, avec une très bonne machine à café. Et puis, je fais du café depuis des années, donc voilà, on va pas en prendre. On sait faire une mousse et tout ce qui va avec. Mais non, si elle veut du lait d'amande, il faut du lait d'amande. Au début, je dis non, moi c'est du lait 1%. Et non, au début, j'ai dit non, du lait 3% et du lait de soja.
Aujourd'hui, j'ai 6 laits différents dans mon frigo au restaurant parce que la personne, ça ne la dérange pas de payer plus cher, mais elle veut ses habitudes. Elle est allergique au lactose, elle est donc ci, on elle peut est ça. apporter, mais il faut s'adapter. Il faut savoir s'adapter. Quand j'ai ouvert Tartine, par exemple, j'ai dit le matin, c'est des cafés, des croissants et des petites tartines s'ils veulent. Ben non, aujourd'hui. Et tout le monde me disait il faut faire des sandwichs. Je disais on ne fait pas les sandwichs le matin, on ne sait pas me raconter n'importe quoi. À Paris, on remplit le stand de sandwich, on commence à remplir les frigos de sandwich à 11h, 11h30. Quoi. Non. À 7h du matin, il faut qu'on ait une centaine de sandwichs qui soient déjà prêts. Et on a su s'adapter, on a su amener le bon pain qu'il fallait. Alors voilà, j'ai pas fait le sandwich à l'israélienne. Ils veulent des sandwichs omelettes. On fait pas frire 2 œufs et on met ça dans un pain. Non, on fait ça à la française. On fait cuire une omelette. Vous faites un mélange. Voilà, quoi. on fait cuire une omelette au four. C'est ça peut-être le secret de l'Alia. Avec des ingrédients qui vont. Voilà, on s'adapte à eux, mais on garde notre touch. C'est ça qui est important. La French touch. Il faut pas perdre notre identité, notre savoir-faire, mais on est chez eux, entre guillemets, même si on est chez nous quand on arrive, mais on est en Israël, il y a la culture israélienne, donc c'est à nous de nous adapter et apporter notre service par rapport aux demandes qui sont là. On ne peut pas recréer une demande, c'est pas vrai, je ne pense pas que ça arrive. Alors, une jolie Alia Story, voilà, ça fait seulement 3 ans que vous êtes là, mais apparemment, ça a été bien préparé, vous êtes très content d'être là et nous, on est ravis de vous avoir reçu. Voilà, on vous souhaite de continuer votre intégration, d'avoir encore de nombreux projets, de continuer à vous développer et de vous enraciner dans la terre d'Israël. Voilà. Merci beaucoup. De rien, au revoir Jonathan. Au revoir. טוב שבאת הביתה, כמה טוב לראות אותך שוב. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.